Le 11 septembre 2001, au World Trade Center, les pompiers de New York ont fait la plus vaste intervention de leur histoire. Quand j'ai vu le feu qui s'étendait là-haut, j'ai dit « Bon Dieu, j'ai jamais vu ça ». J'ai tout de suite dit, on va y rester. Je me souviens avoir dit, c'est un cauchemar, c'est pas vrai. Le 11 septembre, 343 pompiers ont perdu la vie. C'est le plus lourd bilan humain jamais connu en un jour par un service de secours dans le monde. 12 d'entre nous y sont allés. Je suis le seul à être revenu. Les pompiers de New York forment un clan soudé. On se connaissait depuis 20 ans. On était des frères. À New York, cette fraternité est inscrite dans la culture des soldats du feu. Ici, les pompiers ont un passé glorieux. Ils sont réputés pour affronter le feu de manière agressive et intrépide, afin de sauver des vies coûte que coûte. Mais parfois, le prix à payer pour ces hommes est élevé. Et il l'a été plus que jamais le 11 septembre. On ne se défile pas, on ne va pas se débiner. Moi en tout cas, je ne peux pas. Et pourtant, tout votre corps vous dit de fuir parce que c'est l'enfer. Aujourd'hui, ces héros, certains s'exprimant pour la première fois, racontent leur 11 septembre. Le service d'incendie et de secours de New York est l'un des plus grands et des plus sollicités du monde. Ses membres sont réputés pour leur cran et leur vaillance tournée vers un seul objectif, sauver des vies à tout prix. Les pompiers de New York ont une approche agressive du feu. Ils l'attaquent de l'intérieur. On ne casse pas une fenêtre pour introduire une lance depuis la rue et projeter de l'eau. C'est le meilleur moyen de pousser les flammes dans tout le reste du bâtiment. Nous, on pénètre au cœur du brasier et on repousse le feu vers l'extérieur du bâtiment. Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur. On crée un passage au milieu du feu pour rejoindre les personnes et les évacuer. Les gratte-ciel de New York constituent un terrain d'intervention difficile. Confrontés au même danger, les pompiers travaillent main dans la main, dorment sous le même toit, cuisinent et mangent ensemble. Quand j'ai intégré la caserne, ma vie a changé. Je me suis senti revivre. Tout le monde bosse ensemble, on fait les courses ensemble, on nettoie le camion ensemble et on risque notre peau tous ensemble. On partage des moments où on frôle la mort. On dépend les uns des autres. Les pompiers de New York forment un clan aux liens puissants. Le métier se transmet souvent de génération en génération. John Viggiano Sr. est l'un des soldats du feu les plus respectés et décorés encore en vie. Lorsqu'il a eu un cancer de la gorge, son fils, John Jr., a renoncé à devenir un homme d'affaires. Il a vu la fraternité qui existait entre pompiers. Il a vu comment les gars avaient pris sur leur temps tous les jours pour me soutenir et aider ma femme. Il a mis de côté tous ses rêves personnels pour devenir pompier. Pour vivre ce que j'ai vécu, c'est beau. Son autre fils, Joe, est devenu policier et a reçu de nombreuses décorations. Le 11 septembre, les deux frères, le pompier et le policier, étaient au World Trade Center. Ce jour-là, le chef de bataillon Pfeiffer et son unité étaient suivis par une équipe de télévision. Le matin du 11 septembre, on prenait le petit déjeuner à la caserne et on a eu une alerte pour une fuite de gaz. On a sorti le camion et mis les gyrophares et les sirènes pour se rendre à Church Street, à Alice Bernard, pour une fuite de gaz dans la rue. À 8h46, on a entendu le grondement sourd d'un avion. On l'a vu passer vers l'ouest et disparaître derrière les gratte-ciel. Juste après, quand il est réapparu dans le ciel, on l'a vu se diriger et s'écraser sur la tour nord du World Trade Center. Oh mon Dieu!
On a compris qu'on partait pour la plus grosse intervention de notre vie. Le chef de bataillon Pfeiffer lance la toute première alerte. Puis, à mesure que s'impose l'étendue de la catastrophe, l'alerte se propage à tout New York. Dans l'heure qui suit, plus d'un tiers des équipes de pompiers de la ville rejoignent le site des tours jumelles. Appel au renfort. Situation d'alerte maximale. À toutes les stations, envoyez immédiatement tous les hommes que vous avez au World Trade Center. Le vol numéro 11 d'American Airlines s'écrase entre les étages 93 et 99 de la tour nord, tuant sur le coup tous ses passagers et de nombreux employés de bureau. L'impact dévaste les 3 cages d'escalier, désormais bloquées par les décombres et le feu. Plus de 45 000 litres de kérosène s'embrasent et détruisent presque tous les ascenseurs. À cette heure-là, on estime à plus de 14 000 le nombre de personnes présentes dans le bâtiment. Marvin Pickram, ancien membre des commandos de marine, officie alors comme trader au 85e étage, seulement 8 étages au-dessous de l'impact. Le feu progressait par le couloir et j'ai commencé à paniquer. Je me rappelle de l'intensité des flammes. Je voulais m'éloigner le plus possible de l'incendie. J'ai couru à l'autre bout du couloir. J'avais l'impression d'être une souris prise au piège. Il parvient à trouver un escalier praticable et avec des milliers d'autres entame une très longue descente. L'alerte incendie est déclenchée au moment de la relève des unités. Bon nombre de pompiers qui devaient rentrer chez eux décident de rester en service et s'ajoutent à tous ceux qui convergent vers le site des tours jumelles. Parmi ces hommes se trouve alors la compagnie 216 basée à Brooklyn et dans laquelle servent Tony Sanseviro et son meilleur ami Danny Sur. On a fendu la circulation. On arrachait même les rétroviseurs. Bing, bang. Et je me rappelle qu'à un moment, on était bloqués. Danny a sauté du camion pour nous ouvrir la voie. Il faisait s'écarter les voitures en courant devant le camion. Il n'a pas hésité. On a réussi à passer à fond au milieu de toute cette circulation. La compagnie 216 revendique fièrement sa combativité et sa rapidité lors des interventions. Une attitude qui n'a rien de nouveau à New York, puisque cette véritable marque de fabrique des pompiers de la ville remonte au XIXe siècle, quand ceux-ci formaient de véritables gangs luttant contre les incendies et contre ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Cette approche agressive que l'on retrouve lors des incendies, elle vient directement des gangs de New York, des années 1840-1850. À l'époque, ces pompiers volontaires risquaient vraiment leur vie pour secourir leurs voisins. C'est là que tout a commencé. La formation, les méthodes et la bravoure de ces hommes, tout vient de cette période. Pour ces gangs, c'était à qui arriverait le premier sur le lieu de l'incendie et à qui l'éteindrait avant les autres. Cette tradition, fière et virile, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Je me souviens d'un feu d'appartement, une fois à Manhattan. On était 2 compagnies à se faire la course, chacune dans la cage d'escalier. C'était à qui arriverait là-haut en premier. C'est la tradition entre nous. Mais le 11 septembre, cette tradition s'est traduite par des actions héroïques et des conséquences dramatiques comme jamais auparavant. J'ai compris que c'était une mission impossible. Je savais que ça nous dépassait. J'ai tout de suite dit, on va y rester. À peine 4 minutes après le crash de l'avion, le chef de bataillon Pfeiffer arrive au pied de la tour nord et déploie ses PC opérationnels. Il doit superviser toutes les actions des soldats du feu qui vont arriver en masse sur le site. Le sinistre est trop étendu et trop haut pour être maîtrisé. L'objectif est de trouver et d'évacuer les personnes, mais les ascenseurs sont inutilisables et rejoindre la zone d'impact par les escaliers prendrait environ 2 heures. Les pompiers qui arrivaient sur place les uns après les autres avaient tous un air grave sur leur visage. Mais ce n'était pas de la peur.
C'était la conviction qu'une dure mission les attendait. Je me souviens d'un des lieutenants qui est arrivé vers moi. Il avait ce même regard grave et il m'a demandé si on allait s'en sortir. Je lui ai dit qu'il devait se rendre au 70e étage. Je lui ai dit d'emmener ses hommes avec lui pour évacuer et secourir les personnes. On s'est regardé, une seconde, droit dans les yeux, en se demandant si ça allait bien se passer. Et puis il a tourné les talons et il a emmené ses hommes dans la tour. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère Kevin. Pour les pompiers de New York, c'est déjà la pire situation d'urgence de leur carrière. Mais soudain, un second avion apparaît dans le ciel. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un avion survolant l'Hudson River. Et j'ai commencé à le suivre des yeux. Il a contourné la Statue de la Liberté et il a foncé droit sur la tour sud. Dans les deux zones d'impact, l'incendie est si intense qu'il pousse certaines personnes prises au piège à se jeter dans le vide pour échapper aux flammes. Au pied des tours jumelles, les pompiers qui continuent d'affluer figurent parmi les témoins impuissants de ces scènes inédites et dramatiques. Des pompiers de toutes les casernes new-yorkaises convergent vers le World Trade Center. Ils sont confrontés à la plus vaste mission de sauvetage de l'histoire des États-Unis. Mais d'abord, ils doivent accéder aux deux tours. En arrivant sur place, ils découvrent une scène de dévastation. Des restes de passagers et d'employés des tours gisent sur des centaines de mètres. C'était l'enfer. Il y avait des corps, des restes humains. C'était même pas des corps, mais des morceaux. Des mains, par exemple. Je me rappelle d'une main avec une bague, et puis aussi des bagages, et de très grands morceaux de métal. J'ai remonté la voie des bus, il y avait des restes humains partout. Je me souviens que j'étais le seul véhicule à circuler sur cet axe. J'ai essayé de contourner tous ces restes, mais au bout d'un moment, c'était impossible. J'ai dit, pardonnez-moi. Et j'ai roulé dessus. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me souviens avoir dit, Dan, tu le sens comment? Et il m'a répondu, ce sera le pire jour de notre vie. C'est pas le genre de réponse que j'attendais de Danny Shore. Je me rappelle que j'ai pensé, on ne se défile pas. Danny est avec nous. On ne va pas se débiner. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Et pourtant, tout votre corps vous dit de fuir parce que c'est l'enfer. Quelques minutes seulement après l'impact, l'épaisse fumée et la fournaise de l'incendie poussent certains à sauter des tours. Quelqu'un a crié « Bon sang, il saute !» J'ai levé les yeux et j'ai vu des gens se jeter dans le vide. On aurait dit qu'il pleuvait des gens. J'ai vu deux personnes sauter en se donnant la main. On aurait dit que certains avançaient vers l'extérieur comme s'ils allaient poser le pied sur un nuage. Au milieu de cet enfer, ce qui m'a frappé, c'est le silence olympien, presque paisible. Les papiers de bureau tombaient et ils semblaient flotter dans les airs. Il y avait un homme avec un costume marron et les cheveux châtains bouclés. Quand je suis arrivé près de lui, son corps était éparpillé dans un rayon de 2,50 m. Tout ce qui était à l'intérieur de son corps était sorti.
C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas comme ça. Ça ne passe pas. J'ai encore cette image en tête. Tony Sanseviro et son ami Danny Swear et le reste de la compagnie de 116 tentent d'accéder à la tour sud. Les corps tombent de l'autre côté de la route, mais l'un d'entre eux pique tout à coup vers le groupe de pompiers. On avançait dans la rue. J'ai entendu un sifflement dans l'air comme le bruit d'une bombe. J'ai vu ce corps tomber vers nous et heurter Danny au niveau de la tête, avec le pied, je crois. Danny a été projeté en arrière. Quand la personne est tombée, ils se sont écrasés contre une voiture garée à l'angle de la rue. Et le corps a littéralement explosé. On était tous à terre. Il y en avait partout. C'était à vomir ses tripes. Je me souviens que j'ai levé les yeux au ciel et j'ai crié « Bon sang, Danny !» Je me suis dit « C'est pas possible, il ne peut pas mourir. C'est Danny Swear. C'est le capitaine de l'équipe de football. C'est le meneur de la caserne, la fierté de notre bataillon. C'est lui qui maintient toute la compagnie unie. » Je n'arrivais pas à y croire. L'impact de la longue chute suffit à tuer le pompier Danny Swear, le premier à perdre la vie ce jour-là. Des PC opérationnels ont été établis dans la zone afin de réguler le flux des soldats du feu à l'intérieur des tours. Chaque unité est maintenue en attente jusqu'à ce que lui soit assigné un étage ou une mission. Ça défilait. Le chef du PC se retournait et disait « Il me faut 2 compagnies et aussitôt 2 groupes entraient ». Les gars y allaient avec cette drôle d'expression dans les yeux. Quand ils traversaient la rue, c'était pas comme d'habitude parce que certains avaient cet air distant dans le regard. L'air de se dire « Bon, faut y aller ». Le plan consiste à rejoindre la zone d'impact pour tenter d'aménager une issue de secours destinée à évacuer les occupants de la tour nord. Une approche audacieuse, fidèle aux méthodes employées depuis plus de 150 ans. Tandis que des centaines de personnes quittent la tour, le chef de bataillon, Orio Palmer, conduit l'intervention dans la tour sud. Marathonien accompli, technicien ascensoriste de formation, le pompier réussit à remettre en service l'un des ascenseurs et le fait monter jusqu'au 40e étage. Mais il reste 30 étages à gravir à pied. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Quand il était là, on savait que les choses allaient s'arranger. Ce n'est pas que je le croyais incapable d'avoir un accident ou qu'il était immortel. Mais je lui faisais énormément confiance. Il faut continuer à pied. On est au 69e. Il faut qu'on arrive à grimper encore. Les murs de l'escalier B ont été touchés au 73e et au 74e. Ils sont instables, faites attention. Derrière eux, les 5 unités de pompiers d'élite de New York suivent de près. Ces soldats du feu sont les plus chevronnés et les plus aguerris du service d'incendie de la ville. Ils viennent des 5 arrondissements de New York. Dans l'unité 3, basée dans le Bronx, se trouve Tommy Foley. Son frère cadet, Danny, est également pompier et a maintenant intégré l'unité 3. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Je l'admirais depuis toujours. On s'entendait à merveille, on était très proches. C'était le bon temps. Tommy Foley est alors l'un des jeunes pompiers les plus prometteurs de New York. Son unité et lui ont déjà acquis une solide réputation grâce à une série d'exploits en intervention. Amateur de rodéo, il a été classé par People Magazine parmi les 100 meilleures parties des États-Unis. Le 11 septembre, il grimpe dans la tour sud. Je me dis qu'il devait aider les gens et leur parler pour les rassurer. Il devait sourire et leur dire « Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va y arriver, on va vous évacuer et tout ira bien. » Soucieux de porter secours, certains pompiers ne se présentent pas au PC opérationnel à leur arrivée. Les gradés ont du mal à les localiser. D'autres compagnies viennent sans même être appelées.
On a foncé sans attendre. Beaucoup de compagnies ont fait pareil. Certaines y sont allées sans avoir jamais reçu l'ordre officiel. On a sauté dans les camions parce qu'on savait qu'on ne serait pas de trop. Mon fils a mes gènes. J'ai conduit un camion de pompiers. Je suis passé par là avant. J'aurais dit au chef, vous voulez qu'on reste planté là comme des idiots? On doit y aller. Donnez l'ordre. Les deux fils de John Viggiano sont dans les tours. Joe, le policier, dans la tour nord, et John Jr., le pompier, dans la tour sud. Marvin Pickrum descend par l'escalier de la tour nord. Vers le 50e étage, il croise les premiers pompiers en train de monter. Ce jour-là, ces hommes ont été des anges. Ils sont arrivés pour faire ce qu'ils avaient à faire, nous secourir. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et ils ont surgi d'un coup. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que nous nous en sortions sains et saufs. Ils sont montés dans la tour en feu pour nous aider à en sortir. J'ai un immense respect pour ces hommes. Oriot Palmer et l'un de ses collègues atteignent la zone d'impact dans la tour sud. Comme les autres, il ignorait que la tour allait s'effondrer. On a ici 2 poches d'incendie isolées. On devrait pouvoir le maîtriser en déployant 2 colonnes. Transmettez 78e étage, nombreuses victimes. 78e étage? Nombreuses personnes. Il nous faut 2 compagnies de plus ici. Reçu, on arrive. Quelques minutes après cet échange radio, l'inimaginable se produit. La tour sud, pourtant frappée après la tour nord, est la première à s'effondrer, 56 minutes seulement après le crash de l'avion. La rapidité et l'ampleur de l'effondrement sont sans précédent et totalement inattendues. Les équipes des PC opérationnels déployées autour des tours doivent fuir pour échapper à la mort, ajoutant un peu plus à la confusion générale. Aucun occupant de la tour sud ne survivra. Jamais on ne saura ce que les gens dans ce bâtiment ont vécu ce jour-là. Parmi les innombrables victimes figurent Oriot Palmer et Tommy Foley. Le gigantesque nuage de poussière et de verre frappe très vite la tour nord et s'engouffre dans le hall qui abrite le PC opérationnel de Joseph Pfeiffer. On ne pensait pas qu'une tour de 110 étages pouvait s'effondrer. On a cru qu'une partie de la carcasse d'avion s'écrasait sur le hall ou que les cages d'ascenseur s'effondraient. Pendant ce temps, dans la tour nord, les centaines de pompiers à l'œuvre ignorent tout de ce qui se passe. Le capitaine Greg Hanson, alors lieutenant, se trouve au 35e étage de l'immeuble. On aurait dit un tremblement de terre, mais c'était la tour sud qui s'effondrait. On n'en savait rien, alors on s'est regardé entre nous avec une expression déconcertée et l'air de dire « C'est quoi ça ?» La tour sud est désormais une bombe à retardement. Elle peut s'effondrer à tout moment, mais la plupart des pompiers ne le savent pas. Une information déterminante que détient alors la police aurait sans doute fourni aux soldats du feu de précieuses minutes pour évacuer.
Mais une rivalité de longue date entre les deux institutions à New York va entraîner des conséquences aussi surprenantes que dramatiques. Dans la métropole new-yorkaise, les pompiers entretiennent des relations ambivalentes avec la police. Cet antagonisme date de l'époque des gangs, autour des années 1840 et 1850, et cette rivalité a perduré jusqu'à nos jours. Avant le 11 septembre, il est arrivé que des unités d'élite des pompiers, qui interviennent pour les accidents de la circulation et d'autres urgences, se rendent sur les lieux d'une urgence en même temps que des unités de police. Et dans certains cas, ils en sont venus aux mains. On était d'un côté de la rue et les flics de l'autre. C'était comme ça. On pouvait entendre voler des noms d'oiseaux. C'est un mélange d'orgueil et de fierté. En 1993, le World Trade Center a été frappé par un attentat à la bombe. 28 personnes ont alors été évacuées par des hélicoptères de la police depuis le toit. Certains responsables des pompiers ont jugé cette intervention imprudente et inutile, y voyant une opération publicitaire des forces de l'ordre. Depuis, les portes d'accès au toit ont été condamnées. Le 11 septembre, la fumée était cependant si épaisse qu'il aurait sans doute été impossible de poser un hélicoptère. Mais cette rivalité a eu des effets encore plus dévastateurs. Grâce aux hélicoptères, la police est aux premières loges pour voir l'effondrement de la tour sud. Mais dans la tour nord, la plupart des pompiers ignorent ce qui se passe à l'extérieur. Ce que les autres services de secours savaient, ce que la plupart des gens devant leur télé savaient, c'est que la tour s'était effondrée. On ne nous a pas transmis cette information. Pire encore, un policier présent dans un hélicoptère survolant le site émet des doutes sur l'état de la tour nord et transmet ses craintes par radio à sa hiérarchie. Mais les pompiers utilisent des PC opérationnels et un réseau de transmission radio différent de la police. Faute de communication entre les deux institutions, bon nombre de soldats du feu n'ont pas conscience de l'urgence de la situation. Dans la poussière étouffante et les décombres, le chef de bataillon Pfeiffer décide de prendre l'initiative. J'ai pris la radio et j'ai dit « PC à toutes les unités dans la tour 1, évacuer le bâtiment ». Les pompiers ont commencé à redescendre, mais malheureusement, pas assez rapidement. J'ai entendu « évacuer le bâtiment ». Habituellement, on intervient dans un immeuble peu élevé qu'on peut évacuer en quelques secondes. Mais là, on était au 35e étage. Autre facteur aggravant, les talkie-walkie que les pompiers utilisent fonctionnent mal à l'intérieur des gratte-ciel. Certains reçoivent l'ordre d'évacuation, mais la plupart ne l'entendront jamais. Comme je faisais partie de ceux qui avaient entendu l'ordre d'évacuation, j'avais bien compris qu'il y avait urgence et que rien ne devait nous retenir. C'était clair. On devait absolument évacuer aussi vite que possible. Tandis qu'il conduit sa compagnie vers la sortie, Greg Hanson découvre un homme à terre, à bout de force. Malgré l'urgence, les pompiers s'arrêtent pour le secourir. J'ai dit au gars, attrapez-le par les jambes, nous on le tient par les bras, on va le faire descendre comme ça. Il a été rudement secoué durant la descente. Louis Cacchioli est alors au 23e étage. D'un coup, j'ai vu plein de gens. Je ne savais pas d'où ils sortaient. Ils criaient, choqués, paniqués. J'en ai saisi un et je lui ai dit « On y va, on va sortir ». J'ai regroupé tous ces gens et je les ai conduits vers le bas par l'escalier. On est finalement arrivé tout en bas de la tour nord. J'ai voulu ouvrir les portes, mais elles étaient coincées. J'ai poussé de toutes mes forces et les gens paniquaient derrière moi. Et puis deux types costauds se sont pointés. L'un des deux a tenu la poignée et petit à petit on a réussi à entrouvrir la porte de ça. Là on a vu de la lumière dans le hall et on a repris espoir. Le pompier réussit à extraire le groupe de rescapés du bâtiment. Après avoir dévalé plus de 80 étages, Marvin Pickrum est désorienté par l'épaisse fumée à seulement 4 étages de la sortie. J'ai aperçu un pompier à travers la fumée. J'ai vu sa silhouette se détacher.
Je me souviens de sa silhouette. Il avait une petite lampe torche et je me suis orienté grâce à cette lampe. Je ne suis pas porté sur la religion, mais pour moi, c'était comme un ange. Le soldat du feu l'escorte vers la sortie et comme des milliers d'autres, le rescapé devra sa survie à l'intervention courageuse des pompiers. Sans eux, je ne serais plus là. C'est tout. Pendant ce temps, Bill Spade officie dans le hall, guidant les personnes vers l'extérieur du bâtiment et hors de portée des décombres et des corps qui continuent de tomber. Juste derrière moi, j'entendais des corps tomber. Avec un bruit sourd. Un bruit très sourd. Il y avait aussi tous ceux qui s'écrasaient les uns après les autres sur l'auvent du bâtiment ou sur les véhicules dégradés. C'était des vies perdues. Et puis en face de moi, des gens descendaient par l'escalier. Je les conduisais en lieu sûr. C'était des vies sauvées. C'était les deux extrêmes. Mais tous ceux qui sortaient de cette cage d'escalier ont pu s'en tirer. Ils allaient rentrer chez eux. Ça, c'était bien. Je suis sorti dans un désert de poussière. Quand on est sorti, j'étais soulagé. On était en vie. Le chauffeur de la compagnie 47 recherche Louis Cacchioli. D'un coup, j'ai entendu une voix qui criait « Louis! Louis !» Je me suis retourné, c'était Lenz, le conducteur de notre camion. Il m'a crié « Où tu étais? On te cherchait partout !» On est tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était un tel soulagement, on pleurait tous les deux. Et tout d'un coup, on a entendu « Attention !» La tour nord, dont j'étais sorti 2 minutes plus tôt, commençait à s'effondrer. J'ai vu l'antenne du toit plonger. J'ai dit, mon Dieu. Le bâtiment s'est écroulé devant nos yeux. Pulvérisé. En une seconde, on n'y voyait plus rien. On a senti un souffle nous frapper dans le dos. On a senti la terre vibrer à cause du béton qui tombait. Comme si une grosse mitrailleuse nous bombardait de pierres. Je me suis jeté au sol. Et pour la première fois, je me suis dit, cette fois, mon heure est venue. Je vais y rester. Chargé de poussière de béton et de verre, l'air est presque irrespirable. Louis Cacchioli commence à suffoquer. J'ai vu ma femme et mes enfants défiler devant mes yeux. J'arrivais pas à y croire. J'étais sorti de la tour et j'allais mourir comme ça, dans la rue. Ensuite, je me rappelle avoir mis la main sur un masque et j'ai pensé, ayez pitié, mon Dieu. J'ai libéré l'oxygène. J'ai mis le masque comme ça. Je ne l'avais jamais utilisé. Je l'ai mis sur moi. Je respirais de toutes mes forces. Après, j'ai vu des secouristes autour de moi. Bill Spade parvient à s'extraire des gravats, malgré l'épais nuage de poussière et de débris. Il est conduit à l'hôpital le plus proche. Mon beau-frère m'a appelé et il m'a annoncé que tous les gars étaient portés disparus. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, tous les gars de l'unité 5. J'ai nommé tous ceux avec qui j'étais le matin. Il m'a dit, tous.
12 d'entre nous y sont allés. Je suis le seul à être revenu. Le site du World Trade Center est désormais un vaste champ de ruines, jonché d'amas de béton et de métal. Sous les débris, de nombreuses crevasses peuvent cacher des corps. Parmi les centaines de pompiers qui parcourent Ground Zero, Danny Foley est à la recherche de son frère, Tommy. J'ai dit à mon père, je peux pas te mentir, c'est pas beau ici. Il m'a dit, je sais. Je lui ai dit, papa, je te promets, on va le retrouver. On va le retrouver. Je rentrerai pas tant qu'on ne l'aura pas trouvé. Le 11 septembre, 343 pompiers ont perdu la vie. Les soldats du feu sont déjà des héros, mais pour beaucoup, la bataille ne fait que commencer. Et ils ne tarderont pas à découvrir que cette gloire se paie d'un lourd tribut. Après la chute des tours, la recherche des survivants s'accélère. Sous l'immense tapis de décombres, des braises se consument encore, assez intenses pour brûler les semelles des sauveteurs qui fouillent sans relâche les gravats. Ces vestiges fumants sont tout ce qui reste des 2 plus hauts gratte-ciel de la planète. Danny Foley recherche toujours son frère Tommy. Les 36 premières heures, on a cherché sans arrêt. Je me rappelle que je me disais, s'il y a un interstice assez grand pour qu'il puisse s'y loger, il sera dedans. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre à ça, c'est Tommy. Au soir du 12 septembre, 18 rescapés ont été retrouvés. Il n'y en aura pas d'autres. 10 jours après, le 21 septembre, c'était un vendredi soir, ils ont trouvé son corps. Et ils nous l'ont rendu. On a eu beaucoup de chance qu'ils le trouvent. Parce que plein de familles n'ont pas eu cette chance. Nous, on nous l'a rendu. Il est près de nous. Au bout de 3 semaines, les derniers espoirs de trouver des survivants s'éteignent. Et Debbie Palmer doit annoncer à ses 3 enfants la mort de leur père. Ma plus jeune, je me souviens, j'étais sûre qu'elle allait fondre en larmes. Je m'attendais à ça. Je me suis agenouillée pour être à la hauteur de son regard. Et j'ai simplement dit, « Papa ne rentrera pas à la maison. » Elle m'a regardée comme si je venais de lui donner une gifle. Et elle a dit, « Papa ne rentre pas ?» Ses jambes se sont dérobées sous elle et elle est tombée. Elle est tombée sur le tapis. C'est une des choses que je ne pourrai jamais effacer de mon esprit. Les mois ont passé. John Viggiano Senior a rejoint un groupe de pères ayant perdu leur fils dans les tours jumelles. Comme les autres, il reste constamment en alerte, dans l'espoir qu'on lui ramène le corps du disparu. Il devra attendre près de 5 mois avant que la dépouille de Joe Viggiano, officier de police, ne soit finalement retrouvée sous les décombres. Ils m'ont dit, vous voulez le voir? J'ai dit non. Non. J'en ai vu d'autres. Je n'ai pas voulu voir mon fils. Pas comme ça.
La recherche des corps se poursuit durant presque 9 mois. Le père attend jusqu'à l'amère épilogue. Aucune trace ne sera jamais retrouvée de la moitié des personnes tuées le 11 septembre, y compris de son autre fils, le pompier John Viggiano Jr. Les images des funérailles et des pompiers poursuivant inlassablement leur quête de corps à Ground Zero ont ému une opinion publique et des médias en mal d'espérance. Les soldats du feu sont élevés au rang de héros. Ils se sont lancés avec courage à l'intérieur des tours pour porter secours. 343 l'ont payé de leur vie. Après le 11 septembre, les pompiers et les policiers étaient vus comme des dieux. Tout le monde nous admirait. Nous étions encensés. Je n'aime pas qu'on dise que je suis un héros. J'ai fait mon boulot du mieux que je pouvais. Nombre de ceux qu'on qualifiait alors de héros sont en proie au traumatisme lié au 11 septembre et aux recherches des corps. Ils doivent faire face aux séquelles psychologiques du drame. J'étais à cran. Je l'ai vite constaté après les événements parce que je n'arrivais plus à trouver le sommeil. J'étais colérique. J'étais agressif au volant. J'ai été mêlé à des altercations. J'étais devenu aigri, j'avais changé. J'étais plus le même. Les images de certains détails repassaient en boucle dans ma tête, comme les personnes qui sautaient des tours. Le type que j'avais vu dans son costume marron et ce qui restait de lui après l'impact sur le sol. Les rêves, les flashbacks, l'effondrement, les sueurs froides. Au fil des ans, le 11 septembre aura également un impact sur la culture collective des pompiers. Avant, si on m'avait proposé de voir un psy, j'aurais répondu « Mon vieux, quand j'irai en voir un, les poules auront des dents. » Dans notre métier, on est des durs. Mais depuis le 11 septembre, j'ai changé d'avis. Mon psy m'a sauvé, c'est clair. La fraternité, ce lien particulier qui unit depuis toujours les pompiers, a sans doute décuplé la souffrance liée à la perte des camarades morts pour sauver des vies. Mais pour beaucoup, l'horreur et le chagrin ressentis le 11 septembre ont aussi rendu ce lien plus solide et plus puissant que jamais. Nous sommes ensemble dans la caserne. C'est exactement comme une maison. On y mange, on y vit et on y travaille tous ensemble. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, on est retourné à la caserne. On devait honorer la mémoire de ceux qu'on avait perdus ce jour-là. C'est la vie à la caserne, comme une famille, qui a commencé à apaiser nos souffrances. Ce qu'il y a entre nous, ça va bien au-delà du travail. On fait beaucoup de choses ensemble, avec nos femmes et nos enfants. Nos femmes se connaissent toutes. Nos gamins s'amusent ensemble. Le chagrin est toujours là. On a des hauts et des bas. Mais la vie doit continuer. On a des amis. J'ai 5 petits-enfants. Ils viennent à la maison. Ce n'est pas pour voir un vieil homme assis dans le noir en train de pleurer. Non. La culture des soldats du feu new-yorkais et leur tradition de bravoure expliquent que parmi les victimes du 11 septembre, 1 sur 8 ait été un pompier venu porter secours. Mais leur engagement a aussi permis de sauver des milliers de vies. Les terroristes voulaient tuer un maximum de gens. Ils ont réussi. Quand tout le monde part en courant, nous on est là, toujours prêts à intervenir. Ce sera toujours comme ça chez les pompiers.